Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cook Midi sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Alors vous le savez, Cook Midi, c'est votre rendez-vous avec la cuisine au naturel et la cuisine toute simple. Et pour cuisiner aujourd'hui, eh j'accueille Christelle Capitaine. Bonjour Christelle. Ravi de vous accueillir dans la team, la Dream Team de Cook Midi. C'est votre première émission avec nous. C'est ça, merci. Bon, pas de stress? Non. Alors, qu'est-ce que vous allez nous préparer de beau avec le produit du jour? Le produit du jour, je vous le rappelle, ce sont les lentilles. Alors, on va préparer un plat de rougail aux saucisses et donc lentilles. Alors, on aura quels ingrédients? D'abord, les lentilles, bien évidemment. Alors, lesquelles? Alors là, j'ai utilisé des lentilles vertes, donc des lentilles vertes du puits. Donc que j'ai pré-cuites pour des raisons pratiques et puis aussi parce que en fait dans cette recette on peut préparer à l'avance donc ça permet de gagner du temps en fait sur la cuisson, même si la cuisson des lentilles à la différence d'autres légumineuses. Combien de temps la cuisson des lentilles en moyenne? 20 minutes à peu près. D'accord. Donc certaines lentilles un petit peu plus et d'autres un petit peu moins, c'est-à-dire que des lentilles corail par exemple c'est moins, des lentilles blondes c'est un petit peu plus, ça dépend de la taille aussi des lentilles. Donc, mais en gros, on va considérer que 20 minutes, c'est cuit. Alors, il y a les lentilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ingrédients? Des saucisses fumées. Donc, voilà, on a pris des saucisses fumées. On a pris des tomates. Alors, tomates fraîches quand c'est de saison, mais on peut utiliser des tomates en boîte quand, effectivement, c'est pas la saison. Un petit peu de gingembre, un petit peu de curcuma, des oignons, et puis de l'ail et un bouquet garni. Et alors, les lentilles, là, dès qu'on parle de lentilles, généralement, c'est une guerre de religion. Il y a ceux qui ne jurent que par les lentilles corail, il y a ceux qui ne jurent que par les lentilles du puits, l'autre par les lentilles du Berry. Vous êtes plutôt quoi, Berry ou le puits? Alors j'aime bien le puits, mais j'aime bien les Berry aussi, parce que je pense que varier les plaisirs, c'est bien aussi. Mais effectivement, j'ai une préférence pour ce type de lentilles plutôt que les lentilles corail. Voilà. Les lentilles corail, vous en faites quoi, vous? Pas grand-chose, puisque vous les aimez pas, mais bon. J'en cuisine moins, c'est vrai. Quand j'en cuisine, il y a des plats un petit peu plus exotiques. Bon, même si le plat de rougail, c'est quand même un plat, effectivement, qui a un côté un peu soleil. Je fais des plats plutôt indiens ou des choses comme ça, des dalles, des choses comme ça. Alors là, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que finalement, ce que vous allez nous faire là, c'est une recette que peuvent faire notamment les jeunes, les étudiants dans leurs petits appartements, leurs chambres d'étudiants, parce qu'il n'y a qu'un seul feu. Hein. Rien de plus. Tout à fait. En fait, moi, je suis une adepte de la cuisine simple et conviviale. Donc, ça veut dire que c'est un plat qu'on peut poser sur la table et partager. Donc, c'est un plat à la fois familial, mais qui peut aussi convenir à des étudiants, puisqu'il y a très peu d'ingrédients, on l'a vu. L'idée, c'est de choisir surtout les bons ingrédients et des bons produits. Oui, et les saucisses, par exemple, saucisses fumées, vous les trouvez où? Alors, moi, je les prends en fait en magasin de producteurs. Donc, ce sont des saucisses fermières, en fait, fabriquées directement à la ferme d'un producteur. Donc, voilà. Donc, effectivement, choisir quand il y a peu d'ingrédients, mieux vous choisir effectivement des ingrédients de très bonne qualité et c'est ça qui fait la bonne recette d'ailleurs. Bon Christelle, je vous laisse travailler. Moi j'ai retrouvé nos autres invités parce que vous savez que dans cette émission on parle aussi des autres produits présents au Salon de l'Agriculture et notamment dans le cadre du très sérieux et très sélect concours général agricole. Alors pour parler du concours général agricole et aujourd'hui des produits, je reçois Anne-Sophie Simon. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors vous, votre produit, le produit qui a fait votre renommée au Salon de l'Agriculture, il est devant moi, c'est de la crème fraîche. Ah non, la crème crue. Attendez, expliquez-moi ça. Alors la crème fraîche, elle a été pasteurisée, donc elle a subi un choc thermique, alors que la crème crue, on écrème et en fait c'est la crème qui sort directement de la bassine et voilà. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est directement le lait transformé, etc. C'est ça. Alors, expliquez-moi un petit peu comment ça se passe, comment on devient, parce que je crois que votre exploitation, c'est une exploitation familiale en Normandie, dans la Manche, hein, c'est ça? Oui, on est basé à Moyon, dans la Manche. Mes parents ont créé la ferme il y a 40 ans. Donc il y a 40 ans, c'était des fous, parce que transformer son lait, c'était pas du tout dans les mœurs de l'époque. On avait du lait, on l'envoyait à la coopérative du coin et c'était réglé. C'est ça, c'était beaucoup plus simple. Mais eux, ils étaient transformateurs à la base, donc ils ont voulu vraiment pouvoir maîtriser la filière du début à la fin. Donc ils ont commencé par faire de la crème, après ils ont fait du fromage blanc, de la confiture de lait. Et nous, on est arrivé, ça va faire presque 10 ans qu'on a repris la ferme avec ma sœur. Et on continue le concours, on continue tout ça, quoi.
Alors, pourquoi justement transformer ces produits? C'était quoi l'idée de départ de vos parents? Alors eux, c'était parce que c'était leur métier, en fait, ils aimaient ça, ils aimaient transformer le lait. Nous, ça nous permet de maîtriser nos coûts de production de A à Z, de savoir combien nous coûte un litre de lait, combien il faut qu'on vende notre produit final pour pouvoir en vivre. Le fait de ne pas être tributaire d'une coopérative et d'un grand groupe, c'est quand même beaucoup plus valorisant pour nous. Mais c'est plus de boulot, hein? Ah, beaucoup plus, ouais. C'est-à-dire, par exemple, votre journée type, c'est quoi? Alors, on commence tous les matins à 3h30. Ouais. D'accord, Ouais, ça se voit pas. C'est une question d'habitude, non, le maquillage joue beaucoup. On commence à 3h30, on met notre fromage blanc en sac. Et après, on commence les crémages. Pendant ce temps-là, le fromage blanc s'égoutte. Après, on le met, soit on le laisse tel quel, on le met à ce qu'on appelle du caillé ou de la faisselle. Sinon, derrière, on le passe dans une machine qui vient lisser le fromage blanc. On fait des fruits. L'après-midi, on a un magasin à la ferme, donc on tient le magasin à la ferme. Et on fait les marchés aussi dans notre région le vendredi et samedi matin. Donc si je comprends bien, quand vous venez à la porte de Versailles au Salon de l'Agriculture, c'est les vacances, quoi. C'est ça, mais c'est qu'une journée, hein. Les vacances sont très courtes. Hein. Alors on reparlera tout à l'heure du concours général agricole et de ce qui vous est arrivé avec ces médailles. Mais je voudrais qu'on parle un peu de la ferme aussi, de ces vaches. Parce que j'ai l'impression que chez vous, c'est un petit peu comme dans la chanson de Stone et Chardin, les vaches rousses, blanches et noires, Ouais. sous lesquelles tombe la pluie. Non, il pleut pas tout le temps en Normandie. Il pleut pas tout le temps, de temps en temps. Alors qu'est-ce que vous avez comme vaches dans vos champs? Alors on a des Primolstein et des Normandes. Alors les Primolstein, c'est les blanches et noires. Voilà, les blanches et noires, et les Normandes, c'est les marrons et blanches. Et contrairement à une célèbre pub d'une grande surface dans les années 90, elles ne sont pas forcément sous les pommiers. Hein. Non, elles sont plus elles vont dehors, mais il n'y a plus trop de pommiers chez nous. Donc, Combien de temps? Elles passent combien de temps de leur vie dehors, les vaches? on va dire de mars-avril à octobre-novembre. Ça dépend des saisons, ça dépend des années, ça dépend de la pluie, ça dépend de beaucoup de choses. Et est-ce que ça joue justement entre le moment où elles sont dans les champs et le moment où elles sont dans les étables, donc elles sont nourries avec, je suppose, du foin, des choses comme ça? Alors elles sont Est-ce que ça nourries, change sur le goût du produit? Ah, bien sûr, ouais, parce que quand elles sont dehors, elles mangent des fleurs qu'on ne trouve pas forcément dans les rations d'herbe qu'on leur donne en hiver. Donc la crème est plus jaune, elle a plus de goût, le beurre est différent. Enfin oui, ça change le goût. À quel moment la crème crue est la meilleure? Au mois de mai, avril-mai, là où il y a plein de fleurs dans les champs, c'est là il y a plein de pissenlits, il y a plein de choses comme ça. Ça donne une jolie couleur bien jaune à la crème. Ouais. On va se retrouver pour parler du concours général agricole. Ishai Deutsch, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravi de vous accueillir. On va parler vin avec vous, mais de façon un peu étonnante parce que c'est pas faire injure aux Meusiens que de dire que la Meuse n'est pas forcément un grand département viticole. Qu'est-ce qui vous a pris de venir faire du vin dans la Meuse? Expliquez-moi. Alors, moi, je faisais mon étude de vin en Italie. Et après, j'ai parti pour faire expérience en Nouvelle-Zélande. Et j'ai travaillé là-bas pour 6 ans. Et c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme. Et l'idée qu'elle est de la Meuse. Et... Votre vin, c'est issu d'une histoire d'amour, si je comprends bien. Exactement. Mais alors, passer de la Nouvelle-Zélande à la Meuse, choc thermique. Alors, nous... On habitait à peu près dans la campagne en Nouvelle-Zélande aussi, et donc ça n'était pas choquant. Et je pense qu'il y a beaucoup de similarités au niveau du vin, au niveau du terroir, que ça nous porte notre expérience à l'exprimer là-bas. Et c'est sûr que la Meuse, c'est une toute petite appellation, on est 6 vignerons, et on cultive tout ensemble 60 hectares, et donc on parle des structures vraiment petites, des 5 à 10 hectares. Et 6 familles, et donc c'est vraiment petit. C'est rentable d'exploiter une aussi petite exploitation? Oui, parce que nous, il n'y a pas de négoce, c'est tout, on vend en bouteille, et en plus, c'est tout en bouteille, c'est tout beaucoup en caveau, et donc c'est beaucoup à la vente directe en fait. Alors on voit sur les images la bouteille que vous nous avez apportée, c'est plutôt du vin blanc? C'est ça. Alors nous, en général, dans la Meuse, on est dans l'appellation, c'est l'appellation IGP, Côte de Meuse. On peut produire 4 blancs. On y a le chardonnay, l'auxerrois, le pinot blanc, le pinot gris. Et après, on cultive aussi 2 cépages rouges, que majorement, c'est vraiment beaucoup de pinot noir. Et après, plus petit, c'est les gamay. Et en proportion, c'est plus du blanc que du rouge? En proportion, vous faites plus de blanc que de rouge? Plus des blancs que rouges, oui, sûrement.
D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous dites, on est 6 producteurs, vous vous connaissez tous alors finalement? C'est ça, c'est vraiment petit, on connaît tous, et il y a beaucoup d'échanges aussi, et donc c'est intéressant. Alors, est-ce que les réactions des visiteurs du salon sont étonnantes? Parce que est-ce qu'ils découvrent que dans la Meuse, on fait du vin? Parce que c'est vrai que la Meuse, on la connaît plutôt pour son patrimoine historique, plutôt pour les traces de la guerre, la Première Guerre mondiale, on ne la connaît pas pour le vin. C'est ça, il y a beaucoup, c'est la guerre, nous on est 30 km en dessous d'Yverdon, donc c'est sûr, le tourisme, c'est beaucoup pour ça. Mais on est fameux aussi, bien sûr, pour la Mirabelle en Lorraine, dans la Meuse. Donc, mais c'est toujours un bon découvert. Maintenant, on commence, nous on a installé l'année dernière, et donc c'est tout nouveau, mais on commence à faire des salons. Et quand les gens ils voient la Meuse, il y a le doute, mais quand ils goûtent les vaches, je pense que c'est toujours un bon découvert. Alors, on va continuer à parler de vos produits à tous les deux. Et moi, je vais retourner voir Christelle, parce qu'évidemment, la recette se poursuit. Christelle, alors, où en êtes-vous? Je vois que vous avez fait déjà cuire les saucisses. Enfin, pas cuire. Alors, on va pas dire cuire exactement. Ouais, c'est ça. On les fait blanchir à l'eau pendant à peu près 5 minutes. Hein. Donc voilà. On va les laisser un petit peu refroidir pour qu'on puisse les couper. On va les couper en tronçons, en fait, hein, de quelques centimètres. Et on va les rajouter avec, en gros, la garniture de tomates, d'aromates. Et voilà. Et on rajoutera. Ouais, moi, je me pose toujours une question avec les saucisses. Est-ce que je dois donner des grands coups de fourchette dedans pour faire des petits trous ou pas? Alors, il y a plusieurs écoles. Certaines éclatent, d'autres pas. Moi, là, en 5 minutes, de toute façon, elle n'éclate pas et elle reste, on va dire, entière. L'idée, c'est qu'elle reste vraiment un petit peu ferme aussi. Donc là, je les ai piquées, mais juste en fin de cuisson pour pouvoir les sortir, en fait. Mais moi, je pique pas. Et alors, dans la série des plats classiques avec des lentilles, il y a les saucisses aux lentilles, bien évidemment. Bien sûr. Et la question aussi que moi, je me pose régulièrement, c'est est-ce qu'on met les saucisses à cuire avec les lentilles dans l'eau? Alors, pour que ça ait un petit goût, parce que c'est les lentilles fumées. C'est ça. Les saucisses sont fumées. Moi, j'ai envie de dire que si vous avez des saucisses qui sont un petit peu grasses, moi, un peu industriel, on va dire, souvent. Pas forcément, mais en fait, pour parfois enlever un petit peu de gras, on les fait blanchir aussi, y compris des saucisses fraîches, on les fait blanchir à l'eau. Donc, effectivement, vous pouvez sans dire les pré-cuire, mais les blanchir à l'eau également, même si elles sont fraîches, et les rajouter après en même temps que les lentilles. Parce qu'il faut quand même une cuisson, c'est du porc, hein, donc il faut 20 minutes de cuisson, puisqu'on rappelle, c'est 20 minutes pour des lentilles. Peut-être que pour du porc, c'est un petit peu juste. Donc, les pré-cuire un petit peu à l'eau avant, c'est pas mal. Et la recette telle que vous allez nous la préparer, elle sera servie chaude ou froide? Elle est servie chaude. Chaude. Parce que on peut le dire aussi, les lentilles, ça peut aussi se servir froid. Ah, tout à fait. Avec par exemple un petit aioli ou quelque chose comme ça. Oui, ou même des salades. En fait, il y a une multitude en fait de recettes qu'on peut faire avec cette légumineuse. On peut l'associer à tout un tas d'autres légumes pour donner du goût, à des viandes aussi. Là, vous parliez de viande fumée. Ça peut être avec du lard. Hein. On connaît le petit salé aux lentilles. Voilà. Que du bonheur. Que du bonheur. Et c'est surtout très bon pour ce qu'on a, le petit salé aux lentilles, surtout en ce moment en plein hiver, même si le temps est plutôt agréable en ce moment sur la France. La légumineuse, de toute façon, en fait, la lentille, en tout cas, c'est aussi une légumineuse bien-être, parce que c'est plein de bonnes choses. Donc oui, oui, il faut manger du petit salé aux lentilles. C'est ce qu'on disait aussi pour les jeunes, pour les étudiants qui sont tous un petit peu maintenant regardants sur leur santé, sur leur ligne, etc. Là, les lentilles, ils peuvent y aller, il n'y a aucun problème. Ah ouais, tout à fait. Alors, je ne suis pas nutritionniste, hein, mais... Moi non plus. Mais on sait ce qui est bon. Voilà, c'est ça. Et effectivement, c'est plein de bonnes choses, en fait. Bon, je vous laisse faire parce que je vois que vous avez la casserole. Moi, je retourne voir nos invités. Merci. Je voudrais qu'on parle maintenant du concours général agricole. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez eu une médaille? Alors, mes parents ont commencé dans les années 90. Donc, ils ont eu une médaille sur la crème dès le départ. Ils ont arrêté quelques années parce qu'ils n'avaient plus la capacité de produire plus. Et voilà, quand on a des médailles, on est reconnu et les gens veulent vos produits. À un moment donné, ils ne pouvaient plus suivre. Nous, on a repris en 2013. Et en 2013, on a recommencé à faire les concours et on a de nouveau eu des médailles. Donc voilà, depuis le 2013, on a des médailles quasiment tous les ans. Et on a même eu 3 prix d'excellence.
Donc ça, c'est le Graal pour tous les producteurs qui présentent. C'est quoi le prix d'excellence? Alors le prix Parce que d'excellence. là, on voit sur les, là, on voit le. Ça, c'est le macaron, Je sais pas si voilà. on va la voir à l'image, mais la petite feuille de chêne dorée. Ouais. Mais le prix d'excellence, c'est autre chose encore? Alors le prix d'excellence, en fait, c'est attribué donc tous les ans et il faut avoir eu 3 prix dans la même catégorie 3 années de suite. Donc nous, on a eu le prix d'excellence pour la confiture de lait. Donc parce que 3 années de suite, on a eu un prix sur notre confiture de lait. L'année dernière, c'était sur la crème. Donc voilà, en fait, ça prime la régularité de l'entreprise. Et alors, quand on a une médaille d'or au concours général agricole à Paris, c'est quoi? En 2013, c'était quoi? C'était le ciel qui vous tombait sur la tête? On était très contents parce qu'on s'est dit, on est la génération d'après, on arrive à faire aussi bien. Donc on était fiers de pouvoir continuer ce que nos parents avaient commencé il y a 30 ans, quoi. Et c'est quoi le plus important ou le plus dur? C'est d'avoir la première ou c'est de continuer à les avoir après? C'est celle qui met le plus de pression, c'est de continuer derrière parce que les clients, forcément, ils attendent. Ils nous en parlent, donc ça nous met une petite pression supplémentaire. Alors ça se voit pas à l'image aujourd'hui, mais vous êtes stressé à l'heure qu'il est. Je suis pas stressée, mais... Pourquoi? C'est aujourd'hui qu'a lieu les dégustations pour les produits laitiers, donc ils doivent être en pleine dégustation. Donc on verra ça ce soir. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu des prélèvements de produits chez vous. Voilà. Qui ont été faits par la Chambre d'agriculture. Voilà, qui travaillent pour le concours général agricole. Qui travaillent pour le concours. Ils viennent mettre des scellés sur les produits. Ensuite, nous, jeudi, on est déjà venu à Paris pour emmener nos produits. Comme ça, on est sûr qu'ils arrivent et voilà. C'est très important. On est sûr qu'ils sont bien arrivés à bon port. Et aujourd'hui, la dégustation. Et puis... Et là, les membres du jury ne savent pas que ça vient de chez vous. Non, tout est anonyme. Il y a juste un numéro. Il y a juste un numéro. Moi, j'ai jamais pu assister puisque je présente mes produits, donc j'ai pas le droit d'aller déguster, chose qui est tout à fait normale. Mais voilà, tout est anonyme et c'est un système de points. En fait, ils attribuent des points et à la fin, ça vous donne une note et la note vous donne le droit ou pas d'avoir une médaille. Il n'y a pas forcément une médaille d'or, une médaille de bronze, une médaille d'argent. Il peut y avoir qu'une médaille d'or, pas de médaille du tout, qu'une médaille de bronze. Enfin voilà. Et à quoi on reconnaît une bonne crème crue? C'est quoi les critères justement d'une crème médaillée? Ça, il faudrait demander à ceux qui dégustent, parce que les goûts et les couleurs... ça peut changer d'une année sur l'autre. Oui, parce que y a des gens qui l'aiment plus acide, plus douce, plus dure, moins dure, plus ferme. Ça dépend... C'est ça le concours général, c'est que ça dépend des gens qui dégustent, donc... Tout le monde n'aime pas la même chose. On reparlera dégustation et notamment vous nous donnerez quelques tuyaux pour en profiter au mieux de cette crème. Ishaï, le vin dans la Meuse n'est pas encore véritablement reconnu comme il devrait l'être. Qu'est-ce qui fait quels arguments on pourrait donner aux consommateurs pour leur dire si vous êtes dans la Meuse ou si vous allez chez votre petit caviste, demandez un vin de la Meuse? Alors déjà, je pense que ça c'est un phénomène mondial, que le chauffement climatique, et ça nous aide un petit peu. Il y a 20 ans, le vin de la Meuse, de la Lorraine en général, il était un petit peu acide, il était connu pour l'acidité. Je pense qu'aujourd'hui, on trouve vraiment l'équilibre parfait parce qu'on y a toujours le côté frais du vin, mais on y a des vins qui sont super aromatiques. On arrive à faire des rouges très très intéressants. Et nous, on a installé 2020. Les rouges, on trouve déjà des 13 degrés qu'avant, on n'a pas arrivé à maturité. Et je pense que on voit ça avec les vins anglais, qu'ils commencent à faire des méthodes traditionnelles, etc. La tendance de la viticulture, c'est monter en or. Et donc, le climat avec nous, sûrement la technique, le savoir-faire que ça a été accumulé dans les derniers 40 ans. Et donc, ça fait une petite appellation à découvrir. Et le changement climatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites des vins avec un degré d'alcool un peu plus élevé qu'il y a quelques années? Je pense que maintenant, chez nous, on est vraiment au point où il y a le bon équilibre acidité-sucre. Et donc, on arrive à faire des vins que les raisins qui arrivent bien à maturité. La maturité, elle est assez calme. Il n'y a pas de pic de chaleur qui brûle les arômes. Et donc, c'est des vins très aromatiques, très expressifs. Et toujours avec des fraîcheurs. Et nous, on joue beaucoup sur les fruits, l'expression des fruits, que c'est des vins très, très expressifs, c'est ça. Alors, c'est difficile parce que vous disiez que vous utilisiez notamment le cépage chardonnay. Globalement, je crois que c'est un des cépages blancs les plus utilisés dans le monde. Comment on arrive à le personnaliser? Comment vous arrivez à le personnaliser? Vous allez dire parce que je suis le meilleur, mais sans doute qu'il y a une raison.
Bien sûr. Alors déjà, je pense les produire dans un pays traditionnel comme la France, surtout dans la France, et c'est l'avantage parce que partout dans le monde, on peut planter de chardonnay. On plante aussi, moi je suis originaire d'Israël, on y a pas mal de chardonnay en Australie, en Californie. En Israël, c'est plutôt quoi, dans le plateau du Golan, par là, non? Exactement, c'est au nord d'Israël et un petit peu à côté de Jérusalem aussi. On fait des très bons chardonnays, mais nous, on ne peut pas faire Chablis. On ne peut pas faire peu importe quelle appellation en France, la Syrah. On peut planter partout, mais on ne peut pas faire Châteauneuf-du-Pape. Il y a beaucoup de choses que être dans un pays traditionnel, c'est l'avantage. Et nous, dans la Meuse, déjà, c'est des vins qui, comme je dis, très expressifs aromatiquement. Et donc, si on met le nez dedans, je suis sûr qu'on peut reconnaître notre chardonnay, notre cépage local, que c'est l'auxerrois, que nous, on essaie de mettre avant, parce que c'est vraiment notre cépage de la Lorraine. Et le pinot noir, pareil, c'est des vins qu'on distingue bien, c'est des Bourgogne de chez nous. Alors, je ne sais pas si vous sentez, vous qui nous regardez, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais nous, on sent que sur ce plateau, eh bien, il y a déjà un peu de cuisson qui se prépare. Alors, je retourne, moi, dès que ça sent la cuisine, je retourne du côté de la cuisine. Ah bah oui, venez voir, rapprochez-vous, regardez ce qui est en train de se passer dans cette casserole. C'est vrai que là, on commence à penser au rougail saucisse. On est aux Antilles, là, clairement. C'est ça, on a un peu de soleil là. Ouais. Ouais, c'est un plat qui est originaire de là-bas. Alors, c'est pas forcément mes origines, mais c'est un plat que je trouve plein de soleil, plein de bonne humeur et plein de convivialité aussi. Alors, ces couleurs, là, alors il y a les tomates, bien sûr, mais il n'y a pas que les tomates. Non, j'ai rajouté du curcuma dedans. Donc, comme on dit à La Réunion, le safran pays. Exactement, et un petit peu une pointe de gingembre. Et là, je vais rajouter également un bouquet garni, donc avec un petit peu de thym et de laurier. Alors, le thym, voilà, du thym frais, bien évidemment. Oui, alors on n'en a pas toujours sous la main, mais du thym sec, ça peut très bien faire l'affaire également. Donc, Et vous allez là-dedans remettre les lentilles? Alors on va remettre les lentilles. En fait, on va laisser mijoter. Il faut que les oignons cuisent un petit peu avec les aromates. Et 5 minutes avant la fin de la cuisson, on rajoute les lentilles pour qu'elles s'imprègnent et pour qu'elles se réchauffent aussi avec la sauce. 5 minutes, pas plus, parce que sinon la lentille après va mal se comporter dans la casserole. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas un plat aussi qu'on peut forcément réchauffer quand il y a des lentilles parce que du coup, c'est moins bon, on va dire. Alors, bien ça sûr, devient le de la goût. purée. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'idée, c'est qu'on garde vraiment la lentille ferme, sans être croquante. Al dente, presque, voilà. Mais ouais, qu'on sente la lentille, effectivement. Alors, tiens, justement, puisqu'on parle de lentilles al dente, moi, je me souviens, quand j'étais petit, c'était il y a très, très, très longtemps, on mettait les lentilles sur la table de la cuisine et on triait les lentilles. Aujourd'hui, c'est fini, ça? Oui, c'est fini. On ne trouve plus de petits cailloux dans les lentilles. Pourquoi? Comment ça? Comment est-ce possible? Par quel miracle? Alors, je ne sais pas. C'est un producteur de lentilles qui pourrait vous dire, mais je pense qu'il y a tout un travail en fait de la filière pour produire aussi et mettre à disposition des produits pour le consommateur qui soient prêts à l'utilisation. Donc, on peut les rincer, ça. Enfin voilà, on peut les rincer, mais en général, les lentilles, quand vous les utilisez ou quand vous les achetez même en vrac, elles sont triées, elles sont prêtes à être cuisinées de suite. Alors justement, il y a deux écoles aussi chez les consommateurs maintenant. Il y a ceux qui achètent traditionnellement les paquets de lentilles dans leur supermarché et d'autres qui les achètent en vrac. Vous êtes plutôt paquet déjà conditionné ou vrac? Alors moi je suis déjà sur l'origine de la lentille. Je regarde déjà l'origine de la lentille. Je suis pour consommer en fait des lentilles qui sont produites en France. Voilà. Donc, qui bénéficient d'appellation d'origine contrôlée, il faut le rappeler. C'est ça. Ou effectivement AOP, AOC ou IGP. Il y a aussi une lentille française qui a un label rouge. Donc voilà. Donc je suis plutôt regardons déjà sur l'origine de la lentille. Et ensuite, j'ai envie de dire que c'est un petit peu selon ses goûts. Si on aime bien les vertes, les vertes c'est sympa. Mais si on aime bien les lentilles roses, c'est bien aussi. Et ça dépend aussi de sa recette. Donc, plutôt en vrac ou plutôt en boîte? Plutôt en vrac. Plutôt en Pourquoi? vrac. C'est en termes on va dire d'éthique. C'est bien le vrac. Puis en plus, les lentilles, ça se conserve très bien. Donc vous y allez avec vos pots que vous remplissez directement au magasin de vrac. C'est bien. Ça se conserve tranquillement, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que quand on achète des lentilles dans une boîte, il n'y a aucun problème, on peut la garder. Mais si on l'achète en vrac, ça se conserve pareil? Oui, tout à fait. Combien de temps? Faut pas les garder très longtemps, mais il faut les manger. Plusieurs mois, quoi. Effectivement, c'est un produit presque un produit de placard qu'on peut toujours garder sous la main. D'ailleurs, c'est bien parce que c'est un produit qui permet en fait de faire des plats savoureux, y compris à l'improviste. Donc non, ça se conserve bien plusieurs mois, oui.
Allez, je vous laisse finir. Merci. On retourne voir nos invités. Anne-Sophie, moi, je voudrais qu'on parle de ce qu'on fait avec cette crème crue. Hein, j'insiste. Crue. Oui, parce que je ne veux pas avoir de problème avec vous, hein, pas avant, à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous l'utilisez comment et qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, moi je l'utilise très simplement. Par exemple, là on parle de lentilles. À la fin de cuisson, je vais mettre une cuillère à soupe de lentilles, de crème dans mes lentilles, voilà, pour donner un côté très crémeux. Je l'utilise souvent tel quel. Je fais une escalope de veau. J'enlève une escalope à la crème. À la crème avec des champignons. Une sauce au camembert, parce qu'on est normand, hein. Une sauce au camembert avec une pièce de bœuf, en chantilly aussi. Il y a plein de choses à faire. Facile à utiliser? Ah oui, très. Et oui. puis bien riche en matière grasse, impeccable. C'est bon pour ce qu'on a. Bon Alors qu'on était tout à l'heure en train de dire qu'on faisait attention à notre ligne et tout. Merci. De rien. Ishaï, votre vin, le vin que vous nous avez apporté sur ce plateau, vous conseillez de le servir d'abord à quelle température et surtout avec quel type de produit, avec quel type de plat? Oui, alors déjà on est sur un blanc et donc je le servirai là, on est avec le chardonnay, 10 degrés, entre 10 et 12 degrés. Et, il y a des bonnes acidités et donc c'est sûr que ça peut accompagner facilement un repas des lentilles, tout ce que c'est légumineuses, il vient avec. Et tout ce que c'est des poulets rôtis, tout ce qu'il y a côté rôti, ça sort. C'est légèrement aromatique et donc tout ce que c'est aussi les plats lorrains, les quiches, des choses comme ça. Ça va bien avec une quiche lorraine? Exactement. Ah oui? Nous, c'est les vins qu'on sert normalement avec la quiche lorraine, c'est les gris. Les gris, c'est chez nous, c'est entre les blancs et les rosés, on peut dire. C'est un rosé assez pâle et assez expressif. Pareil, il y a des bonnes acidités. Donc, Tout à l'heure, vous disiez, avec le réchauffement climatique, il y a des choses qui sont en train de se faire. Souvent, nous les journalistes, pour plaisanter, on dit oui, bon, avec le réchauffement climatique, on fera du rosé de Provence dans le nord de la France. Ça va arriver un jour. On va finir par faire des rosés, pas uniquement des gris, mais des vrais rosés comme on les fait dans le sud, non? Bien sûr, toujours les questions de chauffement climatique, c'est une grande discussion parce que c'est sûr qu'on avait des cycles tout le temps. Nous, on voit quand on travaille dans la ville, on voit des fossiles. Ça veut dire qu'on avait la mer il y a millions d'années. Je ne sais pas combien. C'est pour dire que ça, c'est peut-être un cycle, mais ça continue comme ça continue. Et sûrement que nous, on voit déjà chez nous la différence, sûrement. Et alors, quand vous regardez en arrière votre passé à la fois en Israël et à la fois en Nouvelle-Zélande, vous dites que finalement, la Meuse, vous avez fait le bon choix? Très bien, je suis très content. En dehors du choix sentimental avec votre épouse, c'est une belle région pour se lancer dans une aventure de vigneron? C'est une super région, sûrement. Au niveau touristique, au niveau du climat, au niveau c'est calme. Et au niveau des produits, on a tout ce qu'il faut. On a des bonnes viandes, on a des bons fromages, bons vins, la Mirabelle. Voilà, il faut dire d'ailleurs à ceux qui nous regardent que la Meuse, effectivement, il y a le passé historique, mais c'est pas que ça. Si on va à Verdun, si on va à Saint-Mihiel, à Commercy, pour goûter les madeleines qui sont... Exactement, les madeleines. Une madeleine avec un petit verre de blanc. Exactement, sur la stand de la Meuse, on y a des madeleines, des Commercy. Vous êtes dans une bien belle région, dans la Manche aussi. Vous avez quand même, tout à l'heure vous parliez du camembert, mais il y a quand même aussi pas mal de choses à goûter. Et là d'ailleurs, il y a une similitude, hein, passé historique aussi. Oui, aussi, oui, pas la même guerre, mais... celle d'après. Voilà, celle d'après. Oui, il y a plein de choses dans la Manche. On a du cidre, on a plein de produits laitiers, on a des huîtres... Voilà, on a tous les produits de la mer. C'est une région où il fait bon vivre aussi. On aime bien manger aussi, ouais. Où on prend quelques calories quand on vient en vacances. C'est ça. Alors, moi je vais retourner parce que je vois que l'émission se termine. Christelle, l'émission est pratiquement terminée. Est-ce que c'est prêt? Oui. Alors, allez, regardez. Allez voir. Qu'est-ce qu'il faut? Dans cette émission, il faut mettre le nez dans la casserole parce que ça sent vraiment très très bon et c'est beau à regarder. Franchement. C'est plein de couleurs, ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à nos invités de venir nous rejoindre pour finir cette émission. Vous me permettez de rajouter un petit peu de crème crue? Je pense que Anne-Sophie va être heureuse. Parce que finalement, un petit coup de crème fraîche, ça va
Oui, je pense. Hein. Et puis, C'est ce Ça qu'on- va avec tout, la crème. c'est ce qu'on appelle de l'improvisation. Et dans la cuisine, finalement, c'est toujours un peu d'improvisation, non? oui, tout à fait. Et puis, adapter la recette, se l'accaparer, faire sienne, ça sera un rougail de de saucisses Normandie. aux lentilles, avec un petit peu de Normandie dedans, c'est bien Vous aussi. savez ce qui est génial en fait, et pourquoi moi je déteste la pâtisserie, c'est que la pâtisserie, faut suivre les règles à la lettre, alors que dans la cuisine, en général, on peut se lâcher, vous voyez, rajouter une petite cuillère de crème fraîche dans la casserole à la fin de la cuisson pour faire un plat qui va être sympathique et qu'on va goûter tous ensemble. En tout cas, voilà, j'espère qu'on vous aura fait saliver, j'espère qu'on vous aura donné une idée de recettes simples à faire chez vous. Et moi, je vous retrouve demain sur le plateau de Village Semences pour un nouveau numéro de Cook Midi. À demain!